Bonjour à toutes et puis à tous de nous rejoindre pour ce premier webinaire autour de l'autonomie et du numérique. Euh, les participants vont se sentir frustrés puisque leurs micros et leurs caméras sont coupés. Nous ne sommes pas sous un mode débat, nous sommes sous un mode conversation que j'animerai avec deux experts que je vous présenterai tout à l'heure. À la fin de leurs interventions respectives et de la discussion que nous aurons, Stéphanie Rabault, chargée de mission de la Mutualité française, aura lu et décortiqué vos messages dans la partie conversation que vous trouvez et que vous pouvez alimenter pendant toute la durée de la conversation. Et donc à partir de là, Stéphanie soit fera une synthèse de ce que vous avez brillamment écrit, soit effectivement vous appellera l'un ou l'autre pour alimenter une courte, très courte dernière partie d'échange. Ce premier webinaire, qui sera suivi de 3 autres, se situe dans un contexte particulier de crise sanitaire, et ce sont des séquences de conversation afin de délivrer un certain nombre d'éléments de connaissance en amont, si la crise veut bien nous l'autoriser, d'un débat citoyen plus large, et là avec des échanges interactifs lors du premier trimestre 2021. Notre premier sujet est un sujet autour de l'autonomie et du numérique dans la période, avec le croisement de regards qui viennent d'expertises différentes, à savoir Miguel Jean, praticien hospitalier, directeur de l'espace régional d'éthique de la région des Pays de la Loire, et Benoît Piédalu, ingénieur informatique si je ne me trompe pas, et membre de la Quadrature du Net, qui est une association qui intervient justement sur les questions du numérique, de leur utilisation et de l'impact de ce numérique, notamment sur les libertés individuelles, sur les contraintes que ça impose. La gestion de la pandémie a mis à jour effectivement un gros dilemme entre liberté individuelle, sécurité sanitaire, et a percuté la notion d'autonomie des personnes, c'est-à-dire de leur capacité à faire des choix, de leur capacité à être partie prenante dans ce domaine. Un certain nombre de mesures ont été prises qu'on ne conteste pas forcément, mais on a le confinement, on a l'attestation de sortie, on a des drones de surveillance, on a l'application Stop Covid. La question que je pose d'ores et déjà à nos intervenants, c'est: que pensez-vous de ces mesures? Est-ce que la promotion des outils technologiques numériques est un élément positif? Est-ce qu'il y a des points de vigilance à avoir? Justement, alors on peut parler de Stop Covid tout de suite. C'est de proposer des outils que nous on considère comme relativement gadgets, puisque ce sont des outils qui permettent, d'un point de vue technique, de traiter la pandémie, mais pas forcément d'un point de vue médical, ce qui est pourtant la chose qui nous semblait le plus important à cette période-là. Voilà, donc il y a plusieurs familles d'outils techniques, on ne peut pas tout mélanger, tout mettre dans le même sac. Il y a la famille des outils qui vont permettre d'aider au travail, donc avoir des tableurs, avoir des statistiques, avoir des outils de suivi des évolutions de la pandémie, de communication entre les praticiens, entre les ARS, l'ANS, voilà, le gouvernement qui doit prendre des décisions, ça c'est une chose. Et puis après, on a les outils qui voilà, sont plutôt du domaine du gadget, qui vont permettre donc de suivre les gens, de faire du traçage, ce que faisait Stop Covid, et qui là est plus du domaine voilà, du solutionnisme technologique, c'est-à-dire c'est génial, on a de la technologie à disposition, utilisons-la, on verra ce que ça donne. Et ça, c'est pas tout à fait la même finalité. Très bien. Alors, Miguel, du côté du praticien
Oui, hospitalier et du professionnel de santé. alors, tu as employé les mots d'éthique, d'autonomie et de numérique. Juste revenir un peu sur le sens qu'on peut donner à ces mots. Pour l'autonomie, de ce que j'entends, c'est plus de l'autodétermination dont on parle, plutôt que la capacité à mener une vie, etc. Donc ça, c'est très important parce que quand on considère cette dimension de l'autodétermination, et c'est ce que tu as souligné, on voit apparaître, avec ces mesures qui ont été mises en place, des tensions éthiques entre des concepts qui pourraient sembler l'un et l'autre tout à fait légitimes, mais qui, quand on les oppose, évidemment, forment des étincelles. Et bon exemple, c'est la sécurité versus la liberté. La liberté de ce point de vue, de l'autonomie, c'est-à-dire la capacité à décider pour soi. Et de l'autre côté, la sécurité sanitaire avec des mesures qui ont été mises en place qui veillaient à titre collectif à endiguer un peu la propagation de cette pandémie. Alors c'est là où ça, évidemment, fait émerger des tensions éthiques parce que à l'intérêt individuel, on a préféré, ou en tout cas on a fait le choix de privilégier l'intérêt collectif, avec des outils qui ont été mis en place, dont on peut contester, un, la pertinence, deux, l'efficacité. On va prendre l'exemple du confinement ou de l'interdiction des visites en établissement médico-social. Pour rentrer directement dans le dur, on n'est pas certain aujourd'hui, et la discussion n'est pas terminée, on n'est pas certain aujourd'hui que le remède n'a pas été pire que le mal. C'est-à-dire qu'à vouloir préserver les personnes âgées de ce virus, de ce Covid, on les a isolées, interdits de visite, au point qu'ils ne décédaient pas du Covid, mais ils décédaient d'ennui, de tristesse. Donc voilà. C'est important de dire ça parce que pendant la période du confinement, on a eu des impacts positifs du numérique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas n'être qu'à charge vis-à-vis du numérique. Le numérique a rendu des services en permettant la communication sur un mode dégradé quand même entre les résidents et leurs familles. Bon, mais pour autant, ce n'est pas la panacée. Et je pense que si on n'avait pas mis l'action avant la réflexion, on aurait pu peut-être peser plus sereinement, de façon plus pertinente, l'intérêt du numérique par rapport à poursuivre des visites pour de vrai, hein, entre êtres humains, sans l'entremise de la machine. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas être totalement à charge. La machine a rendu des services, mais elle ne peut pas à la fois rendre ses services et conserver un lien, on va dire, humain entre les individus. Donc voilà, il ne faut pas trop demander et surtout pas trop attendre du numérique dans la mesure où il rend des services, mais avec toutes les fragilités que je viens essayer de rappeler très vite. Qu'en pense Benoît sur justement l'impact, la fragilité, mais aussi l'absolue nécessité du numérique? Est-ce qu'on peut parler d'absolue nécessité? Alors, je pense qu'aujourd'hui, le numérique, c'est vrai, apporte beaucoup de choses. L'absolue nécessité, je ne sais pas. Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels, oui, l'apport est absolument irrémédiable, c'est sûr. Mais je ne sais pas si justement cette idée d'absolue nécessité ne pousse pas à utiliser les outils au-delà de leur usage réel et intéressant. Enfin, vraiment pour l'intérêt qu'il a dans le traitement, voilà, je ne sais pas. Est-ce qu'au-delà de la crise sanitaire, quel est votre regard, par exemple, sur la protection des données de santé, l'utilisation de ces données de santé, les data hub, voilà, qui se met en place et qui est en place. Vous avez disparu, Benoît? Non, vous en revenez. Voilà. Euh, vous avez eu l'occasion de vous, dans le cadre de la Quadrature du Net, de vous confronter avec cette problématique de la protection des données et de l'utilisation des données de santé? Oui, tout à fait. Donc, on a rencontré les gens du Health Data Hub. Donc, je rappelle, le Health Data Hub, c'est une plateforme visant à traiter les données de santé nationales ou à mettre à disposition plus exactement les données de santé nationales dans le cadre de traitements pour rechercher, de traitements informatiques pour rechercher des nouveaux traitements médicaux.
et faire des statistiques de l'étude. Ces données de santé étaient déjà mises à disposition depuis 2016 dans le cadre du SMDS, donc c'est déjà quelque chose qui existait, hein, le HDH n'est qu'une évolution. Mais il y a de grosses questions qui se posent sur la responsabilité de l'État vis-à-vis de ces données de santé, puisque c'est une récupération d'énormément de quantités de données. Ce sont des données qui ne sont pas anonymisées, hein, ce qu'on utilise souvent comme outil pour permettre de protéger la vie privée des utilisateurs, pour être certain qu'on ne pourra pas remonter à chaque utilisateur lorsqu'on les a sous la main. Sachant que les données de santé sont des données sensibles, donc elles permettent de dire beaucoup de choses de leur porteur, et éventuellement même de dire beaucoup de choses dans le futur, si on parle de statistiques. Donc ces données de santé sont des choses qui doivent être manipulées avec précaution. Et c'est vrai que dans le cadre du HDH, donc on a rencontré Stéphanie Kong, qui est la directrice technique de cet outil, et dans les discussions qu'on a eues avec donc les services de l'État, là-dessus, c'est vrai qu'on n'a pas été très rassuré par l'usage et la mise en place de cet outil, en l'occurrence parce que les informations qu'on a eues en octobre dernier sur la mise en place du HDH se sont révélées inexactes, alors même que c'était la directrice technique qui nous en avait parlé. Et donc c'est vrai que la confiance qu'on peut établir dans l'État sur cet outil, qui n'est qu'un outil parmi d'autres, hein, parce que les CHU, par exemple, mettent déjà en place des énormes bases de données, des fichiers de santé qu'ils ont localement et travaillent dessus. Mais là, c'est vraiment à un degré largement supérieur, puisque c'est vraiment à des données nationales, c'est toutes les données de la CNAM, c'est toutes les données, par exemple, sur le Covid, qui ont été rassemblées. Et en fait, il a été révélé, dans Mediapart en l'occurrence, que, contrairement à ce qui avait été dit, Microsoft aurait la main sur l'ensemble des données de santé françaises. C'est-à-dire qu'il les aurait de manière déchiffrée, il pourrait faire des traitements dessus. Et ce qui est un des exemples du manque de confiance qu'on peut avoir dans les institutions, puisqu'elle s'était engagée à ce que ça n'ait pas lieu, et que 4 mois plus tard, finalement, on s'aperçoit que c'est réellement ce qui a été prévu. Et ça au niveau éthique, hein, puisque c'est le sujet, l'engagement des pouvoirs publics sur la protection de données critiques et sensibles au sens du RGPD, sur la protection de ces données-là, me semble absolument essentiel. Et là, ils ont fait la démonstration sur cet exemple-là qu'ils ne sont pas forcément en responsabilité, parce qu'ils font des choses qui vont à l'encontre de leurs promesses d'il y a quelques mois. Je donnerai un second exemple là-dessus, outre le HDH. C'est encore une fois Stop Covid qui est un espèce d'exemple de choses à ne pas faire, qui est les engagements de l'État vis-à-vis de la CNIL, qui avait donné son accord à l'établissement de cette application, à la mise en place de cette application, en échange de garanties, d'un certain nombre de garanties. Et l'avis de la CNIL avait été donné sur un fonctionnement qui avait été promis, enfin, qui avait été présenté par l'État, par Cédric O, secrétaire d'État au numérique, qui était de remonter les informations des contacts des gens qui avaient été 15 minutes à moins d'1 mètre de distance d'une autre personne qui portait l'application. Il s'est avéré quelques semaines plus tard qu'un chercheur a découvert qu'en réalité, c'était toutes les informations de contact qui remontaient. Donc ça, c'était déjà un premier problème. Et puis, il y avait eu un engagement aussi à l'époque, on avait dit, un des risques de Stop Covid, c'est qu'on réserve les tests uniquement aux personnes qui auraient porté l'application. C'est-à-dire que les gens qui pourraient se présenter en priorité au test de Covid seraient uniquement les personnes qui ont installé l'application et qui l'ont utilisée. On nous avait répondu que mais non, absolument pas, ce ne serait pas le cas. Et on a hier des informations qui nous viennent de l'État montrant qu'ils réfléchissent à cette opportunité puisqu'ils n'arrivent pas à proposer suffisamment de tests. Et donc là, c'est une seconde encore sur Stop Covid, preuve qu'il y a encore du chemin à faire sur les garanties apportées par l'État et par les institutions sur la gestion de ces données. Est-ce que on peut dire que cette démarche, elle est subordonnée, elle est contrainte
par les opérateurs, hein, donc en l'occurrence par des opérateurs informatiques comme Microsoft, ou est-ce qu'elle est effectivement une forme de laisser aller on ne maîtrise pas, on n'a pas en France les moyens de maîtriser la gestion des données de santé. Alors, on trouve une solution ici ou là. Alors, c'est clairement pas quelque chose qui est imposé. Hein. L'État est suffisamment fort pour imposer. Simplement, de ce qu'on voit sur les exemples que je vous ai donnés, c'est que l'État, finalement, en effet, va à la facilité, qu'on n'a pas des gens suffisamment forts en termes et techniques et politiques pour imposer leur choix. Stéphanie Lacombe s'est peut-être vue imposer parce que c'était plus facile, moins coûteux de passer par Microsoft pour faire les analyses des données de santé. On n'a pas eu de réponse, on n'a pas de réponse de sa part sur la raison pour laquelle il y a eu ce revirement sur Stop Covid. Je pense, on n'a pas eu de réponse non plus de détails. Ils ont dit qu'ils allaient corriger, mais ils n'ont pas expliqué pourquoi ils s'étaient trompés à ce point-là. Et sur le dernier point que je donnais sur l'accès aux soins, en fait, je rappelle un peu l'usage de Stop Covid. Les derniers chiffres qu'on a, c'est 2,4 millions de téléchargements, ce qui n'est pas 2,4 millions d'usages. Ça ne veut pas dire que les gens continuent à l'utiliser aujourd'hui. Ils peuvent l'avoir installé pour regarder et puis désinstaller immédiatement, surtout après avoir vu que ça drainait la batterie rapidement. Et surtout, 163 cas contacts ont été remontés à ce jour. C'est-à-dire 163 personnes sur les 2,4 millions de téléchargements qui ont été informées qu'ils avaient croisé une personne qui s'était déclarée positive au Covid. Donc, c'est pareil, ça, ce serait plutôt de l'ordre de la solution politique pour éventuellement pousser à l'utilisation, ce qui est en fait une espèce de mélange des genres entre le marketing et la santé. C'est-à-dire pour pousser les chiffres d'usage de l'application du gouvernement qui ne fonctionne pas, pour un certain nombre de raisons, hein, on pourra discuter des raisons qui font que cette application ne fonctionne pas, ils cherchent des moyens marketing pour essayer de la pousser. Et ça, en santé, c'est juste inacceptable. Eh bien, Miguel, c'est juste inacceptable. Non, mais je reviens sur ce que dit Benoît, mais c'est tout à fait juste. J'adhère avec ce raisonnement. En médecine, on parlait, l'idée n'est pas totalement abandonnée, mais tout de même, on parlait de paternalisme médical pour expliquer qu'on avait d'un côté un savoir, une compétence technique, clinique, et puis de l'autre côté, un patient, un soigné ou une soignée qui faisait ce que disait le docteur, pour faire simple. Et on a vu s'inverser cette asymétrie avec, dans les années 60-70, voilà, l'avènement des associations de patients, de l'accès à l'information, etc. Donc on a vu s'équilibrer un peu la relation de soins entre le soigné et le soignant. Mais dans le domaine du numérique, j'emploierais volontiers le même mot de paternalisme numérique, tant il y a une asymétrie de connaissances et de compétences entre les opérateurs dont on vient de parler et plus largement, au-delà des malades, les citoyens. Et je trouve que si on revient au terme d'autonomie, hein, l'autonomie, c'est la capacité à décider pour soi-même. Mais encore faut-il être en mesure de décider pour soi-même, c'est-à-dire encore faut-il être informé, avoir les outils de la réflexion qui permettront la décision. Eh bien, je pense que, enfin, c'est mon sentiment en tout cas, je pense qu'en matière de numérique, on se retrouve dans la situation qu'on connaissait en médecine il y a 50 ans, c'est-à-dire une asymétrie de savoir, une asymétrie de compétences qui met le citoyen en grande difficulté pour exercer son autonomie, c'est-à-dire pour décider pour lui-même de ce qu'il accepte ou pas. Et ce que dit Benoît là, ça ne nous rassure pas du tout. Hein. C'est pas du tout rassurant parce que ça montre bien qu'il y a des lobbies, qu'il y a probablement des intérêts commerciaux, financiers, qui dépassent très largement notre capacité à juger de ce qui est bon pour nous en tant que citoyens. Et puis alors si on va dans le champ de la médecine et du numérique, on a vu se développer là pendant la période du Covid la téléconsultation, parce que faute de pouvoir rencontrer les patients, la médecine a mis en place de la télémédecine, c'est-à-dire la consultation à distance à travers un filtre numérique. Je ne suis pas sûr que ça soit adapté à tous les patients. Pour les geeks urbains de moins de 30 ans, probablement, ce n'est pas un obstacle.
pour les personnes plus vulnérables, plus fragiles, plus éloignées de cette technique, je pense que ça rajoute une difficulté supplémentaire dans la relation de soins. Et donc, de nous proposer la télémédecine comme l'outil universel, la panacée qui va venir combler les déserts médicaux, ça me semble mériter un peu de réflexion quand même. Très bien. Je profite là de l'interruption simplement pour dire à nos spectateurs, nous sommes 23 au total sur cette conversation, et j'en profite pour leur dire qu'ils n'hésitent pas à cliquer sur l'icône converser et à poser soit des questions, soit leurs réflexions. Stéphanie, qui est cachée, que vous ne voyez pas, mais qui nous observe attentivement, Stéphanie Rabault de la Mutualité française, collationnera l'ensemble des éléments pour en faire une forme de synthèse à la fin de cette conversation. Et puis je continue sur ma foulée parce que je suis en train de m'apercevoir, compte tenu des gens présents, qu'il y en a quelques-uns qui doivent se demander quel est ce personnage barbu qui leur cause. Donc je m'appelle Jean-Michel Leray, je suis référent éthique Mutualité française Pays de la Loire et vice-président de la conférence régionale Santé Autonomie. Je crois même que j'étais le seul à ne pas m'être présenté. Bon, ce que tu viens de dire, Miguel, et par rapport à ce qu'a dit Benoît, est-ce que ce sentiment d'une forte pression vers du tout numérique et d'une numérisation accélérée des problématiques de santé et donc de soins, est-ce que ça te paraît professionnellement quelque chose que tu observes et que tu as peut-être plus observé justement dans la période actuelle depuis le début de la pandémie? Oui, oui, alors, qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas en train de dire que la télémédecine n'a aucun intérêt. Je dis simplement que sa mise en œuvre mériterait probablement des ajustements liés à la fois au territoire et aux populations concernées. Parce que, juste pour revenir sur la notion de déserts médicaux, ça c'est une chose à laquelle je suis très sensible, dans notre région des Pays de la Loire, il y a des départements où c'est une réalité. Et de façon assez curieuse, là où manquent les médecins généralistes et là où on pourrait imaginer que la télémédecine trouve sa place, on est souvent dans des zones blanches, c'est-à-dire des zones qui sont difficilement couvertes par les réseaux 4G, demain 5G peut-être. Mais voilà, il y a donc là une espèce de paradoxe à vouloir mettre en place la réponse numérique pour combler les déficits, les pénuries, mais dans des conditions qui sont presque, pas impossibles, mais enfin très compliquées. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'évidemment, la télémédecine a un intérêt. Évidemment, dans beaucoup de disciplines médicales, en dermato, en cardio, voilà, ça existe déjà. En psychiatrie, il y a de la consultation à distance, ça marche bien. Mais si on revient à la question de l'autonomie qu'on posait évidemment en début de séance, quelle est la part de choix qu'on laisse aux patients en matière de soins? C'est-à-dire que, est-ce qu'on leur laisse la possibilité de choisir entre une consultation face à face, à l'ancienne, on va dire ça comme ça, et une consultation via un système numérique? Non. C'est-à-dire que c'est là où l'autonomie est un petit peu altérée. C'est une manière de consulter qui est imposée. C'est-à-dire que c'est soit numérique, soit rien. Là, le choix, il est très simple, c'est la consultation numérique. Et donc ça aussi, en matière d'autonomie, l'autonomie n'est pas promue. Et puis, encore une fois, si on est jeune, on s'adapte vite. Quand on est moins jeune, moins agile, ça peut rajouter du stress là où peut-être il n'y a pas besoin de le faire. À vous deux, une question sur la vigilance, c'est-à-dire qu'est-ce que le citoyen lambda peut effectivement faire pour accroître sa capacité à faire les choix et donc à être autonome. D'après vous, quels sont les éléments que le citoyen lambda, quel message on pourrait donner par rapport à un citoyen lambda pour qu'il exerce
son droit à la responsabilité ou son droit à la vigilance dans ce domaine-là. La question que vous ai posée à tous les deux, le premier qui prend la parole a gagné. Benoît, vas-y. Non, j'ai pas très bien compris dans quel contexte on parle. Dans le contexte actuel, dans le contexte effectivement tel qu'il est, mais d'une façon plus globale, par rapport aux différents points. Vous avez parlé tout à l'heure, on a parlé du HD machin là, data. Voilà, bon, ça fait partie des choses. Est-ce que vous pensez que le citoyen, qu'est-ce qu'il faudrait que un organisme comme nous, la Mutualité française, qui avons des contacts avec tout un ensemble d'adhérents via les mutuelles, est-ce qu'il y aurait quelque chose à transmettre, à dire, pour être vigilant, pour exercer son droit non seulement à l'information, mais son droit effectivement à la prise de décision. Voilà. C'est plus clair? Alors, sur le HDH, par exemple, il y a une chose intéressante, c'est que toutes les données ne sont pas automatiquement transférées dans la base. Une partie des données, enfin, de manière, je veux dire, obligatoire. Une partie des données sont des données qui sont transférées par défaut si vous ne vous opposez pas, ou alors on vous fait signer des documents que vous ne lisez en général pas avant une opération, visant à autoriser le transfert des données dans des bases de données permettant des analyses statistiques. Votre chirurgien vous dit oui, oui, signez, regardez pas, c'est bon, faites-moi confiance. Et en réalité, ce sont des informations, enfin des documents qui visent à transférer toutes les données vers des bases de données qui seront ensuite transférées au HDH. Et vous pouvez, sur le site du HDH, par exemple, aller demander, enfin, faire opposition à l'usage de vos données. Alors évidemment, ça peut être intéressant de laisser ces informations pour permettre à la recherche d'avancer et autres. Mais il faut être au courant de ça déjà. Il faut être au courant que oui, on peut faire opposition à l'usage de ces données dans le cadre de ces grosses bases de données nationales et de l'usage qui sera fait derrière, hein, parce qu'il faut savoir que le HGH, l'idée c'est d'ouvrir le plus largement possible à toutes les startups, les labos et toutes les données de santé françaises. Et donc, si vous vous y opposez, il est possible de s'y opposer de manière réelle. Voilà, donc il ne faut pas hésiter. Et ça, de toute façon, hein, c'est un rappel global. Ce ne sont pas que pour les données de santé. C'est aussi pour le partage de votre position géographique aux applications, du partage du micro, des contacts et autres. Il faut faire usage de ce droit que vous avez de ne pas partager vos données personnelles, quelles qu'elles soient. Et ça, en effet, je pense que la Mutualité française a une responsabilité aussi là-dessus, à éduquer l'ensemble de ces j'imagine que vous ne dites pas clients, donc c'est vos membres. Adhérents. Vos adhérents, pardon, à informer vos adhérents du fait que le transfert des données personnelles n'est pas automatique, qu'ils peuvent refuser, qu'un service ne doit pas être soumis à l'envoi des données personnelles si elles ne sont pas strictement nécessaires au fonctionnement du service. C'est-à-dire, si on vous demande la liste de vos amis pour, par exemple, adhérer à la Mutualité française, bah non, la Mutualité française n'a pas besoin de la liste de vos amis, de votre contact pour vous inscrire. Voilà, donc toutes les données qui ne sont pas strictement nécessaires au fonctionnement du service, vous n'êtes pas obligé de le donner. Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut rappeler régulièrement. Et puis, on peut donc faire opposition à l'usage de ces données, il n'y a aucun problème. Et je continue avec Benoît simplement sur un point qui est un point important, donc qui a un rapport avec ce qu'on discute, c'est-à-dire sur la notion sur les algorithmes. Dans quelle mesure, effectivement, on peut dire qu'un algorithme est démocratique? Ma question est un peu courte, hein, mais... c'est un sujet très intéressant. L'algorithme, c'est quelque chose qui est, donc c'est pour rappeler, hein, c'est une manière d'écrire pour une machine, enfin, c'est plus large qu'une machine, mais dans le cadre d'un ordinateur, dans le cadre d'un service numérique, c'est la manière d'expliquer à l'ordinateur comment réagir à une situation. Il y a des données d'entrée et l'algorithme va nous fournir une donnée de sortie. On a quelque chose déjà de très important, c'est qu'il y a une personne
qui va écrire cet algorithme. Cette personne, elle est biaisée, cette personne, elle est dans un contexte social, elle est dans un contexte économique particulier, et cette personne va écrire l'algorithme de la manière dont elle pense qu'il va répondre le mieux au problème. Il n'y a pas l'algorithme absolu qui répond à un problème particulier. Il y a 1000 manières d'écrire un algorithme. Et on l'a vu dans tout un tas d'exemples, les algorithmes peuvent être biaisés de tout un tas de manières différentes. En particulier, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est donc des tonnes et des tonnes de données qui sont rentrées dans un outil de statistique, d'analyse statistique, et qui va ensuite fournir un système automatisé qui, pour une entrée, va donner, pour des entrées, va donner des sorties. Et on a beaucoup moins la main en plus sur les outils d'intelligence artificielle. Donc, non, il n'y a pas d'algorithme démocratique, puisque l'algorithme reflète et la demande d'un client particulier et le cahier des charges qui a été rédigé, la manière dont il a été rédigé, mais aussi à la fin, la manière dont le concepteur, dont le développeur a écrit cet algorithme. Donc, les utilisateurs n'ont finalement pas leur mot à dire. Alors, il y a quelque chose qui est quand même important, c'est l'existence du logiciel libre. Le logiciel libre, c'est la possibilité d'accéder justement au moteur en regardant sous le capot d'un algorithme pour voir comment il fonctionne. Mais voir la manière dont l'algorithme fonctionne, c'est pas suffisant. D'abord, il faut le comprendre. Il faut pouvoir tester parce qu'il y a des algorithmes qui sont très compliqués. Il faut savoir justement, dans un cas particulier, qu'est-ce que l'algorithme sort comme information, comme sortie. Et il faut être capable d'influer sur cet algorithme. Donc ça voudrait dire être capable de pouvoir corriger cet algorithme en demandant à ce qu'il y ait une modification qui soit apportée. Et ça, très souvent, il y a des demandes qui sont pas démocratiques. Hein. Les gens vont demander à avoir une solution, d'autres vont demander à ce que ça aille dans leur sens. Et forcément, c'est le développeur ou la personne qui est en pouvoir qui va prendre la décision à la fin. Donc, il ne me semble pas déjà avoir vu des exemples d'algorithmes réellement démocratiques qui pourraient répondre à des demandes majoritaires ou autres. Bon, on ne l'entend plus. Miguel, tu as hoché la tête tout à l'heure quand Benoît a dit le chirurgien vous demande ou pas si vous êtes d'accord. Bon, alors, je t'ai vu hocher la tête. Qu'est-ce que tu en penses là alors? Je réagis de toute façon tout à fait sympathique à ce que disait Benoît. Quand il a dit le chirurgien dit à son patient faites-moi confiance, j'étais d'accord. Quand il dit le chirurgien dit à son patient ne lisez pas, je suis moins d'accord. Voilà. Mais par contre, on revient à ce qu'on disait très en amont, c'est-à-dire qu'on est là autour du concept du consentement. Et en médecine, on parle de consentement libre et éclairé. On pourrait faire le parallèle avec le numérique. Un consentement libre et éclairé, ça impose l'absence de contraintes pour la liberté et le fait d'être informé pour être éclairé. Et donc, c'est là où probablement la mutualité a son rôle à jouer, c'est-à-dire que de la même façon qu'on parle d'éducation thérapeutique en médecine, on pourrait parler d'éducation numérique. Ça consisterait à rendre le citoyen non pas spectateur, mais bien acteur de ce qui lui est proposé. Mais ça demande des efforts, mais on peut les faire, ces efforts. Si on se donne la peine de vulgariser, comme le fait Benoît, ce qu'est un algorithme, en quoi ça peut être un petit peu pervers dans la mesure où ce n'est pas démocratique, on peut très bien éduquer le citoyen à être un acteur de ses choix et non pas à les subir. C'est ça, gagner en autonomie, c'est gagner en capacité à décider pour soi-même. D'ailleurs, je compléterai juste avec ma marotte du jour, qui est Stop Covid, puisque justement, on parlait de garanties apportées au fonctionnement de l'outil. Donc, l'algorithme était décrit de savoir comment est-ce qu'il fonctionnait. Et il a fallu que quelqu'un relise le code pour s'apercevoir qu'en fait, l'application ne faisait pas ce qu'elle disait. Et on a ensuite une correction qui a été apportée en disant oui, c'est vrai, on s'est trompé. Mais on va apporter les corrections nécessaires. Et donc, il faut bien se rappeler que ce n'est pas parce qu'on vous garantit le fonctionnement d'un outil technologique
qu'il fait vraiment ce qu'on vous a dit qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il faut un travail très important derrière, il faut des spécialistes pour aller lire et vérifier que c'est bien le fonctionnement qui avait été promis. D'accord. Dans une situation telle qu'on l'a vécue, qu'est-ce qu'il vous semble effectivement des décisions qui ont été prises pour justifier des mesures en matière de sécurité sanitaire? C'est-à-dire que des décisions prises au nom de la protection des personnes, au nom de la sécurité des populations. Comment est-ce qu'on aurait pu, à un moment ou à un autre, davantage associer les citoyens, d'après vous, à ces prises de décision, peut-être leur faire partager plus profondément ces prises de décision? Quelle place aurait pu prendre le numérique justement dans cette consultation, dans cette demande, dans cette démarche démocratique? Est-ce que dans votre domaine, est-ce que vous avez une approche sur cette question qui j'espère est claire, parce que je ne suis pas sûr d'être clair? À qui poses-tu la question, Jean-Michel? À vous deux, et à toi particulièrement dans un premier temps. Bon, alors, juste pour revenir sur la situation la plus aiguë qu'on ait pu voir pendant le confinement, c'était l'interdiction des visites dans les établissements médico-sociaux. Que ce soit les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées, et ça reste, hein, on en voit encore aujourd'hui les stigmates de cette disposition, de cette mesure qui a été prise, avec une idée qui était de limiter la pandémie, d'interdire les visites. Bon, quand tu poses la question de savoir si on a pu associer ou pas les intéressés, clairement non. Numérique ou pas numérique. Et donc, dans les réflexions d'aujourd'hui, après cette phase aiguë, les questions sont les suivantes. Comment est-ce qu'on peut inclure les bénéficiaires, les usagers dans cette réflexion, pour leur donner justement cette part d'autonomie qu'ils revendiquent, mais de façon parfaitement légitime? Bien, la question, c'est peut-être comment le CVS, le Conseil de la vie sociale, d'un établissement, peut être partie prenante de cette réflexion avant l'action. Alors là, je m'éloigne un peu du numérique, mais je reviens à la question de l'autonomie que tu posais en amont. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas là moyen de discuter ensemble, de façon collégiale, de ces décisions à prendre dans l'intérêt de tous, mais en tenant compte des intérêts individuels? Benoît, une réflexion sur ce point? Je n'ai pas employé tout à l'heure dans ma question de départ, là, à vous deux, je n'ai pas employé la notion d'urgence sanitaire. Est-ce que l'urgence sanitaire, comment dirais-je, donne un blanc-seing? Est-ce qu'au nom de l'urgence sanitaire, on pouvait se dire, bah oui, effectivement, il y a urgence sanitaire, donc silence dans les rangs, si vous permettez que je m'exprime ainsi. Benoît. Alors, si je suis d'accord avec la première question qui disait qu'il était nécessaire de discuter, d'expliquer, de dialoguer avec la population, justement des objectifs qu'on se fixait, de la manière dont on voulait les atteindre, ce qui me semble ne pas avoir été fait pendant cette pandémie, pendant cet épisode. Je ne pense pas qu'on puisse se permettre de tout faire. Et c'est clairement l'idée de notre association. Hein. On ne peut pas se permettre de tout faire pour raison d'urgence sanitaire. L'urgence sanitaire, elle a aussi été causée par une politique qu'il y a eu précédemment, une politique de réduction du nombre de lits, une politique de réduction de la recherche. Je rappelle qu'il y avait une équipe qui travaillait depuis au début des années 2000 sur le coronavirus et qui a été fermée faute de crédit. Donc, ça aurait peut-être pu nous aider aussi dans le règlement de cette pandémie. Donc, il y a tout un tas de choses à interroger. Et donc, se permettre aujourd'hui de dire, on va mettre tous les moyens sont bons finalement pour lutter contre cette pandémie, c'est pas une bonne réponse. D'autant plus qu'il me semble que si on établit un certain nombre de principes dans ce pays, de principes de liberté, de principes d'autonomie, de principes de protection des droits des personnes,
c'est pas pour s'asseoir sur ces principes dès la première crise venue. Sinon, en fait, ce sont des principes de papier. Ce sont des principes qui volent au vent au premier vent venu, et donc finalement, ce ne sont pas des principes. Ce sont des choses qui ne sont pas appliquées. Donc non, il me semble important de rester assis sur ces principes. Par contre, d'associer, oui, la population à des décisions, ça me semble très important, mais c'est pas ce qui a été fait. C'est clairement pas ce qui a été fait là pendant cette pandémie. En particulier, les menaces qui ont été faites sur la population, je reviens encore à Stop Covid parce que c'est très riche comme enseignement, où le secrétaire d'État délégué au numérique a quand même dit que les personnes qui s'opposaient à l'usage de l'application devraient accepter un risque significatif de malades et de morts supplémentaires. C'est une citation à la dernière partie. Donc, elles devaient accepter un risque significatif de malades et de morts supplémentaires. Ce n'est pas donner de l'autonomie aux personnes. Ce n'est pas leur laisser un consentement libre que de les menacer d'être responsables des morts qui allaient suivre. C'est pareil quand le député Éric Bothérel dit que s'opposer par principe à Stop Covid est un crime contre le reste de l'humanité. Ce n'est pas autonomiser les personnes. Ce n'est pas leur donner le droit à un consentement libre, puisque c'est les accuser, c'est accuser les personnes qui seraient contre l'usage très clairement d'un bracelet électronique, d'être responsables des morts qui sont en fait, bah oui, nous sommes dans le cadre d'une pandémie qui est gérée plus ou moins bien par le gouvernement, et donc on va rendre les personnes elles-mêmes physiques responsables des morts de cette pandémie. Ce n'est pas les rendre responsables et leur laisser un consentement libre. Alors, je suis d'accord, mais en même deux choses, deux réflexions de ma part. La première que je partage avec vous, et là je vais prendre ma casquette de vice-président de la conférence régionale santé-autonomie. On a eu très clairement, et c'est un secret pour personne, et c'est pas dans un esprit polémiste que je le dis, on a eu très clairement le sentiment, plus que le sentiment, très clairement le fait que les instances de démocratie en santé étaient complètement occultées dans la période. Il a fallu quelques coups de pied dans la fourmilière pour avoir à nouveau des possibilités de rencontres et de discussions au niveau démocratie en santé. Donc c'est vrai que, voilà, dans un premier temps, l'urgence était telle que on n'avait pas le temps, on disait, on n'a pas le temps de consulter l'ensemble des instances de la démocratie sanitaire. On est le nez dans le guidon, on n'a pas le temps. Ça c'est un premier élément. Puis le deuxième élément, je l'ai oublié, non, mais je vous laisse réagir peut-être sur ce point. Si, mon deuxième élément, c'est de dire, mais alors, quand même, est-ce qu'on n'a pas la nécessité d'être très directif, voire d'être très contraignant, quand on voit des clusters qui arrivent, notamment aujourd'hui dans des grandes écoles, universités, les étudiants en médecine, Miguel le sait bien. Est-ce que on ne devrait pas interdire tout rassemblement, par exemple? Comment on peut résoudre cette question de l'appétence des jeunes, notamment, mais pas que des jeunes, hein. Je veux vous dire que votre serviteur, qui n'est pas franchement un jeune, ressent bien cela aussi, cette appétence à une vie sociale réelle qui doit perdurer et qui doit ne pas être systématiquement confinée, et puis effectivement la nécessité de protection des personnes vis-à-vis de la maladie. Alors, qui prend la parole? Alors c'est assez intéressant. Moi, je vais très rapidement prendre la parole sur cette question de l'université parce que c'était, je l'attendais au début de votre intervention. Quand je suis pas mal de gens et je suis en contact avec pas mal de gens du milieu universitaire qui, depuis bien avant la rentrée universitaire, se plaignaient du fait que les demandes qui étaient faites d'avoir des salles aérées,
d'avoir moins d'un certain nombre d'étudiants, enfin de pouvoir respecter la distanciation physique dans les salles de cours et dans les amphithéâtres, soit suivi des faits. Et pour ça, il faut embaucher plus de gens, il faut mettre à disposition du matériel, du gel hydroalcoolique à l'entrée des établissements, enfin tout un tas de choses qui n'a pas été fait. C'est-à-dire que demander à ce que l'université respecte la distanciation physique sans embaucher qui que ce soit, finalement, c'est dire quoi? C'est dire la moitié des étudiants doivent rester chez elles. Quelle moitié? Et finalement, on a depuis quelques jours, alors c'est Frédérique Vidal qui a fait un communiqué de presse dimanche soir pour dire que quand même, elle en appelait à la responsabilité des personnes sur ce sujet des clusters en université. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'a fait Frédérique Vidal pour éviter que les amphis soient surchargés à la rentrée, comme à peu près chaque année, finalement. Mais qu'est-ce qu'elle croyait, sans prendre de décisions particulières, c'est-à-dire embaucher des nouveaux profs, construire des nouveaux bâtiments, qu'est-ce qu'elle imaginait qu'il se passerait alors que justement on est en plein milieu d'une pandémie et on voit la seconde vague de revenir. Et les photos qu'on voit des amphithéâtres surchargés et on dit non mais en fait c'est parce que les étudiants vont prendre un verre le soir et socialisent ensemble le soir qu'il y a des clusters, c'est quand même un peu se moquer du monde. Non, alors Miguel, juste pour donner l'exemple que je connais, celui de la fac de médecine à Nantes, j'ai fait cours en P1, enfin on passe en première année la semaine dernière. J'avais devant moi 900 étudiants, puis le reste était dispersé dans 3 autres amphis qui faisaient le relais via du numérique. Donc là, le numérique avait un intérêt, un bénéfice réel, et la distanciation physique était respectée entre les étudiants. Et puis, il ne faut pas être naïf. C'est vrai que c'est quand même plutôt dans les soirées étudiantes que le virus circule, plutôt que dans les amphis où la distance n'est pas aussi courte, mais les deux doivent participer à la contamination de toute façon. Bon, ce n'était pas ça que je voulais dire. Je voulais revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'état d'urgence, pour répondre à la question de Jean-Michel. Où je suis très embarrassé, c'est que l'état d'urgence sanitaire s'est interrompu avec les dispositions exceptionnelles qui avaient été prises sur le plan de la liberté d'aller et venir pendant cette période. Eh bien, malgré la fin de cet état d'urgence sanitaire, on voit perdurer des dispositions qui sont largement liberticides en matière de liberté d'aller et venir, notamment, encore une fois, mais c'est très important, parce que c'est mon quotidien d'entendre ça, dans les établissements médico-sociaux. C'est-à-dire qu'on voit s'installer dans la durée qui devait relever de l'exception. C'est là où je suis très embarrassé, parce que c'est des dispositions qui n'ont aucun socle juridique. C'est-à-dire qu'ils s'installent dans une espèce de flou, de vide, au motif de protéger les uns contre cette épidémie, quitte à entamer et leur liberté et leur autonomie. Et là, je trouve que ça mériterait une réflexion, mais alors cette fois collective, citoyenne, de savoir qu'est-ce qu'on admet comme restriction des libertés, mais de façon collégiale, au motif de préserver les populations les plus vulnérables. Ça, c'est une vraie question, on va dire, d'éthique, mais d'éthique citoyenne, de bioéthique, de macroéthique. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte une altération sévère de notre liberté d'aller et venir pour ce motif d'éviter la propagation d'un virus? Voilà. Je mets ça sur la table. J'ai pas de réponse, et puis ce n'est pas un individu tout seul qui peut la trouver. C'est-à-dire, c'est une réflexion, à mon avis, collégiale à mener. Parfait. Alors, j'ai un souci. Je n'ai plus rien sur mon écran. Donc, vous m'entendez? Oui. Bon, alors c'est toujours ça de prix. Si vous m'entendez, mais je n'ai plus rien sur mon écran et je ne sais pas comment m'en sortir. Voyons. Stéphanie, vous m'entendez aussi? Oui, oui, je vous entends, tout va bien. Je profite d'avoir la parole pour voilà. vous indiquer qu'il est 9h22, donc on va se donner encore 10 minutes. Voilà, donc, et justement… Peut-être le moment de prendre quelques questions. Allez-y, voyez avec les gens, puisque, encore une fois, moi, je suis pour l'instant à la rue. Alors, je vais donner
la parole à Didier Fauchard qui avait plusieurs questions. Donc, plutôt que de lire l'ensemble de ces questions, je vais lui donner la parole, comme ça il va lui-même en faire une synthèse. Et je lui demanderai de se présenter aussi avant de poser ses questions. Alors là, j'appuie sur « Permettre de parler ». Donc, je pense que Didier Fauchard, est-ce que vous pouvez… Est-ce que vous m'entendez là? Voilà, très bien. On t'entend, Didier, on t'entend. Très bien, bonjour, merci à tous, merci aux trois et merci à Jean-Michel pour cette initiative et les différents éléments. Alors moi, c'est vrai que j'ai réagi à plusieurs choses sur la question, sur cette question de l'éthique et puis il y avait les éléments qui nous ont été donnés. Alors je voudrais savoir si par rapport à la question sur Microsoft, les données pourront nous être données pour savoir comment on peut appuyer ce questionnement autour des données qui pourraient passer un peu plus loin et aller vers des acteurs autres. En termes de sécurisation des données, ça me semble aujourd'hui un éléement qui, nous, avec nos adhérents… Est-ce que vous pouvez vous présenter, Didier? Ah, pardon. Didier Fauchard. J'ai pris la suggestion de Jean-Michel à la Mutualité des Pays de la Loire sur la commission régionale de prévention. Voilà, pour les mutuelles des Pays de Loire. Et je suis également, moi, au sein d'une mutuelle qui travaille avec l'éducation nationale. Donc, le champ de l'éducation me semble également très important. Donc là, je pense qu'il y a un levier autour de l'éducation numérique lié à la santé parce que éduquer au numérique, c'est une chose, mais le volet de la santé est d'autant plus sensible et qu'il serait intéressant d'apporter cet éclairage-là très tôt avec les différents publics. Oui, pour ce partage-là. La question donc sur les sources qui nous ont été, par rapport à certaines informations qui nous donnaient, si on pourrait y avoir accès pour pouvoir éventuellement les relayer dans des actions en direction de nos adhérents. Et puis c'est vrai que moi j'avais aussi une petite crainte que je veux porter avec ce côté éthique et cette prudence qu'on peut avoir à questionner ou à mettre à disposition les données. Est-ce que ça ne peut pas être par contre contre-productif avec la possible… surreprésentation de personnes qui s'empareraient du sujet, mais avec une logique, alors j'aime pas trop le terme, mais un peu complotiste. Je pense notamment à ce qu'on a pu voir aussi sur la question de la vaccination. On peut avoir parfois des informations qui circulent qui sont exagérées ou non fondées. Et c'est toutes ces questions de l'accès aussi à ces ressources digitales qui peuvent nous mettre en fragilité. Et j'ai juste aussi pointé la question qui me semblait très importante. Si crise sanitaire il y a quand même des choses un élément positif, c'est la question du consentement. J'ai apprécié tout à l'heure effectivement cet échange avec la question de l'EHPAD. Est-ce que les résidents sont en mesure de se positionner pour donner un accord à la venue de quelqu'un ou est-ce qu'on considère qu'ils ne sont pas aptes à le faire? Et de manière plus large, quand on se retrouve en réunion aujourd'hui, moi, je l'ai vu aussi au sein de nos réunions mutualistes, la question du consentement à est-ce qu'on se salue à distance ou est-ce qu'à certains endroits, on peut se faire la bise parce qu'il y a une proximité et la volonté d'aller vers. Donc, cette notion de consentement, elle me semble un élément positif. Voilà, je ne vais pas être plus long. Merci en tout cas à vous. Merci. Stéphanie, est-ce qu'on prend d'autres réflexions? Éventuellement, il y avait une question de… Alors, attendez, je recherche qui voulait poser une question. Je crois que c'est Lucille Dantu. Oui, c'est ça. Voilà, donc je vais lui donner la parole. Alors, je vous demande juste un petit instant. Voilà, normalement, elle peut parler. Alors Lucille Dantu, est-ce que vous pouvez parler? Sans doute qu'elle peut, mais… Voilà, j'essaye d'activer son micro. Bon. Voilà, là normalement c'est bon. Madame Dantu? Non. Alors en fait, je vais… Donc sa question… C'était, ne serait-ce pas à l'État de trancher donc sur la question des EHPAD, elle dit actuellement la responsabilité est laissée au directeur d'établissement et souffre donc de grandes disparités d'un établissement à l'autre. Donc elle faisait référence voilà, aux consignes dans les EHPAD par rapport aux visites des familles notamment. L'État s'en mêle puisque soit via les ARS, soit via les préfectures, les consignes sont données dans ce sens.
Et comment dire, ça allège un peu le poids qui pèse ou qui pesait sur les directeurs d'établissement. Mais je suis assez d'accord quand vous dites que les mesures sont différentes d'un établissement à l'autre. Et là, il y a une véritable iniquité concernant les résidents, à mesure où selon l'endroit où ils habitent, selon l'établissement, ils ont le droit ou pas de recevoir des visites. Et ça, c'est tout à fait... Benoît, vous aviez tout à l'heure envie de réagir sur la première intervention de mon ami Didier Feuchard. Oui, vous m'entendez? Il y a un bruit de fond, peut-être qu'on devrait... Voilà, c'est bon. Sur les sources, j'ai mis le lien de l'article qui en parle, mais je ne suis pas sûr que ce soit partagé avec toutes les personnes qui assistent. Ça a l'air d'être uniquement les conférenciers qui voient le lien. Donc, je ne sais pas si on peut leur transmettre Écoutez, on retransmettra toutes ces informations par mail à la fin de la conférence. Voilà, mais sinon sur les dérives complotistes, c'est clair que l'éducation au numérique et l'éducation à la compréhension de là d'où viennent les informations qui sont transmises sur les réseaux sociaux, c'est finalement un peu de l'éducation populaire, hein, d'arriver à comprendre d'où viennent les informations, être critique par rapport à un discours, trouver différentes sources d'informations. Pour arriver à prouver ce qu'on a trouvé comme information. Ça me semble en effet important de l'avoir dès que possible, que ce soit fait à l'école. C'est quelque chose qui nous semble très important. Donc oui, je ne peux que souscrire à cette crainte de dérive s'il n'y a pas d'enseignement au numérique, parce que c'est un outil absolument incroyable qu'on a avec Internet et un accès à énormément d'informations, mais aussi énormément d'informations biaisées. Et c'est très important d'être capable de faire la différence. Bien, messieurs, nous arrivons à la fin de notre conversation. Avez-vous un élément que vous souhaiteriez absolument dire et que vous n'avez pas eu la possibilité de dire jusqu'à maintenant et qui sera en quelque sorte une forme de conclusion à cette première webconférence? Alors, Miguel. Non, c'est exactement ce que vient de dire Benoît, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer faire l'économie de cette éducation numérique. Alors, ça a été redit par M. Fauchard en matière de santé, précisément, évidemment, mais plus largement, de faire plus qu'une éducation, une formation très tôt sur le numérique. Et par exemple, je pense à ça parce que ça se fait dans certains établissements scolaires, d'alerter, hein, et non pas d'avoir une posture en surplomb un peu moralisatrice, mais simplement d'alerter en misant là sur la capacité individuelle à décider, informer sur les risques qu'il y a à partager sans discernement toutes les informations qui sont partagées sur les réseaux sociaux. Alors, il y a une espèce d'utopie à imaginer que finalement, ce n'est pas très grave, finalement ceci, finalement cela. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Benoît Pidalu l'a évoqué, il y a des banques de données qui peuvent être récupérées avec des objectifs pas tout à fait louables, ou en tout cas pas clairement affichés. Et je trouve que là, ça fait partie de cette éducation numérique que d'alerter sur ces risques-là. Après, le citoyen décidera en conscience. Et c'est là où il faut être très prudent. Hein, mais donner les moyens de cette autodétermination. Voilà, mon souhait, mon vœu. Non, très bien. Voilà, parfait. Benoît, votre souhait, votre vœu. Oui, alors donc je compléterai, hein, parce que c'est un peu le mot de la fin, mais donc oui, je compléterai ça en rappelant que tout est politique et qu'il est important d'être capable de s'engager, de faire pression. Quand on parlait tout à l'heure de qu'est-ce que le citoyen peut faire dans le cadre justement de cette histoire de HDH et autres, tout est politique, toutes ces décisions pourraient être prises autrement. Il n'y a pas d'unique voie dans lesquelles on doit s'engager. Les technologies, les bases de données, les traitements algorithmiques ou les outils qui sont mis en place sont des décisions qui sont faites par des politiques
et le citoyen est en situation de pouvoir et doit se mettre surtout en situation de pouvoir en s'informant, en allant voir ces politiques, en écrivant, en adhérant à des associations qui participent justement à cette vie-là. Et c'est quelque chose qui est très important dans la vie d'un pays, c'est de ne pas laisser les personnes toutes seules décider dans leur coin ou de leur faire croire que finalement elles sont en situation de pouvoir décider toutes seules. Voilà, tout est politique et ça semble très important de le rappeler. Mais pour ça, en effet, il faut que les gens soient éduqués, soient formés pour qu'ils comprennent la chose politique, qu'ils savent et qu'ils sachent l'analyser. Je compléterai ce point de vue en disant que sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui de la démocratie participative, qui me semble effectivement un élément, et ce n'est pas simplement des mots que de parler de démocratie participative. Les instances sont les instances de la démocratie en santé, CRSA, CTS, Conseils territoriaux de santé, etc. Il y en a d'autres, hein, les CDCA, il y a d'autres instances, sont des lieux dans lesquels on peut faire remonter ces problèmes et il peut y avoir débat et démocratie participative. Et puis je pense qu'il y a des initiatives à prendre aujourd'hui pour permettre effectivement de réunir nos concitoyens, la mutualité française, de réunir ses adhérents, mais peut-être au-delà de ses adhérents d'ailleurs, hein, les citoyens d'une région ou d'un lieu donné, de telle manière effectivement à participer, à échanger sur ce point. Je vous remercie très chaleureusement de vos interventions respectives. Je rappelle à tout le monde que tout a été enregistré, comme ça on saura à qui s'adresser, mais que effectivement nous aurons des actes au fur et à mesure qui seront rédigés au fur et à mesure des différentes webconférences. Et puis pour peut-être, alors la date n'est pas fixée, je vous rappelle qu'il y en aura une autre en octobre, une en novembre, une en décembre. Il y en aura une sur autonomie et population, hein, spécificité populationnelle. Est-ce qu'on traite toutes les populations de la même façon? Il y en aura une sur autonomie et fin de vie, parce que c'est un sujet qui préoccupe la mutualité française et qui nous est apparu donc important de relayer. Et puis enfin, il y en aura une sur autonomie et démocratie. On en a parlé aujourd'hui, mais là, on consacrera une webconférence uniquement à ce sujet. Messieurs, merci beaucoup de votre participation. Je vous souhaite et je souhaite à tout le monde une excellente journée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.